Bonjour Ramazan. Bonjour Modeste. Oui, Ça fait longtemps. Oui, ça fait très longtemps. Oui, très bien. Oui, depuis Ottawa, mais on a l'occasion encore de se rencontrer. Ok, vous m'avez invité aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, alors je me suis dit que la situation en République démocratique du Congo, Ouais. ça s'empire de jour au jour. La situation n'est pas très bonne. Parce Oui, que... et je me suis dit, je vais te chercher pour essayer de comprendre ce qui se passe au Congo. Ouais. Et pour aujourd'hui, nous allons essayer de débattre sur la situation en République démocratique du Congo, sur notre thème, la politique en République démocratique du Congo, 10 questions pour comprendre les enjeux de l'ère. Ok, je suis disponible. Oui, je vais immédiatement passer par la première question. En tant qu'historien, quelle interprétation pourriez-vous donner devant la persistance des crises politiques? Il y a la violence, les massacres, crimes contre l'humanité et génocide en Afrique des Grands Lacs, en particulièrement en République démocratique du Congo. Serait-il osé de dire que la balkanisation du Congo commence historiquement depuis la conférence de Berlin en 1885? Je pense que vous avez raison, mais nous devons nuancer les réponses. C'est-à-dire qu'il y a d'une part, il y a la conférence de Berlin en 1885, et il y a d'autre part la responsabilité des Congolais. Donc d'une part, déjà au moment de la conférence de Berlin, les Européens avaient déjà balkanisé le Congo parce que le Congo a été confié au roi Léopold II, roi de Belge. Et le Congo est devenu un État indépendant, qui était dirigé, gouverné, exploité par Léopold II. Ça, c'est d'une part. C'est-à-dire que nous avons, Léopold II, exploité le caoutchouc au Congo, il y a eu beaucoup de morts. Et il s'est enrichi. On parle même de 10 000 morts, c'est un bilan lourd. Mais aussi, après l'exploitation du Congo par Léopold II, en 1908, le Congo a été rétrocédé à la Belgique. Ça a été une seconde balkanisation. C'est fut la phase de la colonisation du Congo, la phase effective. La colonisation a commencé dans les années 1960. Et dans les années 1960, c'est la responsabilité des Congolais qui commence. C'est-à-dire que les Congolais, au lieu de prendre les responsabilités en main, ils se sont retrouvés en train de se chamailler. Et nous avons Mobutu qui est entré là-dedans. Il a eu 30 ans au pouvoir. Il pouvait débalkaniser le Congo, mais il a contribué avec ces gens à balkaniser le Congo, à piller le Congo. C'est fut le règne de la corruption, bien qu'effectivement, il était fils du pays. Il était congolais. Après Mobutu, c'est fait encore une autre balkanisation. Kabila aussi, Laurent Désiré Kabila, il est venu avec les Ougandais, il est venu avec les Rwandais, et après il a été tué en 2001, et c'est son fils qui a pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Donc le Congo est balkanisé par les Congolais eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Rwanda qui dirige le Congo, à travers Joseph Kabila. Mais alors concrètement, pour l'avenir de notre pays, le Congo, pensez-vous réellement que le 27 novembre 2016, les élections présidentielles et parlementaires auront lieu? Moi, j'y crois parce que aujourd'hui, je suis membre de l'opposition et nous, les gens de l'opposition, nous insistons que la Constitution soit respectée, la loi fondamentale doit être respectée. Et si Kabila respecte la Constitution, il y aura des élections le 27 novembre au Congo et il y aura effectivement un nouveau départ pour la République démocratique du Congo. Mais moi j'en doute, est-ce que vraiment il y aura une passation pacifique et civilisée du pouvoir le 20 décembre 2016 entre Joseph Kabila et le prochain président élu de la RDC? Le président Joseph Kabila, n'est-ce pas qu'il est encore jeune? Où voudriez-vous qu'il aille? Il est encore jeune, oui, mais la Constitution stipule qu'il faut 2 mandats pour un président. Il a déjà fait les 2 mandats. Alors, c'est là qu'on va essayer d'interpréter les bonnes intentions de Kabila et de ses hommes. Si Kabila se maintient au pouvoir pour un 3e mandat, ce qui fait qu'il n'aime pas le Congo, mais s'il veut quitter honorablement
la présidence et qu'il soit considéré comme un chef d'État au Congo, à ce moment-là, il y aura passation civilisée et pacifique en décembre 2016. Mais apparemment, est-ce que vraiment c'est blessant de te dire que vous, les membres de l'opposition congolaise, vous êtes fainéants et vous dormez sur votre laurier? Monsieur Joseph Kabila ne saurait pas vous donner le pouvoir comme un gâteau. Le pouvoir s'arrache. En plus, Joseph Kabila a un plan bien ficelé pour gouverner son peuple. Ok, nous sommes effectivement nous sommes humbles, nous reconnaissons que Kabila a un plan pour diriger son peuple, mais nous aussi, les gens de l'opposition, nous avons un plan pour diriger le Congo, et ce que nous allons faire, c'est-à-dire que nous avons aussi des projets de société, et ces projets de société, nous pouvons les appliquer dans le cadre du développement du Congo, et le Congo ira mieux. Donc ce n'est pas seulement Kabila qui peut diriger ce pays. Les pays, c'est un pays qui nous a été légué par nos ancêtres, et ce pays-là doit être dirigé par les Congolais, et nous sommes déjà bien organisés, bien préparés, avec un projet de société. Il y a plusieurs partis politiques. Il y a un mouvement pour unifier l'opposition. Nous sommes effectivement dans ce cadre-là de pouvoir unifier l'opposition pour mieux diriger le Congo. Mais aussi, du côté de l'opposition, si Kabila résiste, il y aura des marches. Nous allons effectivement mettre en place des marches. Nous allons organiser, demander au peuple de pouvoir prendre à main leur pays. Et c'est dans cette perspective-là que nous sommes en train de nous organiser avec plusieurs réunions, avec plusieurs partenariats, à regrouper l'opposition pour que l'opposition devienne un véritable adversaire de taille par rapport à la majorité présidentielle. D'ailleurs, certaines associations et médias disent que Kabila a déjà commencé sa campagne de charme et sa révolution de la modernité promise au peuple congolais semble avoir réussi. Je pense que, c'est vrai, c'est-à-dire que dans un pays modeste, dans un pays où le président de la République veut être seul, sans opposition, dans un pays où l'opposition travaille à l'ombre de M. Joseph Kabila, dans un pays où les journalistes sont tués, sont emprisonnés, dans un pays où les membres de l'opposition ne peuvent pas s'exprimer, les radios, les médias sont confisqués, dans un pays où les leaders des droits de l'homme sont chassés du Congo ou soit emprisonnés, c'est difficile que l'action de l'opposition soit bien appréciée au Congo. Donc l'opposition, pour Kabila, ne doit pas exister. Il faut effacer l'opposition. Il veut rester seul au pouvoir. Mais nous disons que nous sommes là et il doit reconnaître l'opposition. Jusque-là, il n'a jamais reconnu les statuts des leaders de l'opposition. Il devrait d'ailleurs voter un leader de l'opposition pour conduire l'opposition aux élections qui arrivent. Mais aussi, dans d'autres pays, les pays civilisés, on donne des subventions aux partis d'opposition pour qu'ils se préparent. Dans un pays organisé, on devrait aussi promouvoir, permettre aux opposants d'avoir des télévisions, d'avoir des médias, d'avoir des journaux, qu'il y ait transparence, qu'il y ait liberté d'expression pour permettre effectivement, pour préparer les élections libres, pacifiques et transparentes. Mais Kabila, pour lui, ce n'est pas ça. Il faut effacer l'opposition, il faut tuer les gens. Et Wanga, dernièrement, était emprisonné injustement. Ça fait 1 an. Heureusement, il vient d'être libéré. Mais nous pensons que l'action doit continuer. L'opposition, même si l'opposition travaille dans l'ombre, mais nous devons effectivement prendre l'espace au Congo. Et c'est nous, en 2016, qui allons diriger le Congo en 2016. Pensez-vous que le président Joseph Kabila va entrer dans les annales de l'histoire du Congo comme un chef d'État qui a mis fin à la guerre en RDC et a les soucis du développement de son pays? Il ne souhaite pas des soulèvements et des insurrections de la jeunesse comme au Burkina Faso et au Burundi.
Il veut la paix et la cohésion sociale, raison pour laquelle il propose aux opposants le dialogue. Le dialogue, oui. Ouais. Vous, les opposants, vous dites non. En politique, on ne peut jamais faire des concessions sur le dialogue. Vous refusez le dialogue, donc vous êtes des opposants violents. Vous voulez la violence et non la paix. Modeste, l'opposition au Congo, c'est une opposition pacifique. Si nous voulions la violence, Kabila serait déjà parti. Mais nous voulons qu'il parte pacifiquement, d'une façon civilisée. Donc, vous parlez du dialogue. Kabila entrera dans les annales de l'histoire du Congo comme chef d'État s'il accepte d'abord, il respecte la Constitution, il accepte de ne pas se représenter et il passe la main, il donne le pouvoir au prochain président. À ce moment-là, il sera respecté, considéré comme chef d'État, il peut même devenir sénateur à vie. Mais les dialogues que Kabila nous propose, nous ne pouvons pas effectivement rejeter les dialogues. Nous acceptons les dialogues, mais nous n'acceptons pas la façon, la manière dont Kabila pense les dialogues. Pour lui, si le dialogue est dirigé par Kabila et ses hommes, ça sera un dialogue biaisé. Ça sera un dialogue biaisé. Ça sera effectivement les concertations bis. Or, les premières concertations n'ont rien donné. Or, nous ne voulons pas qu'il y ait de nouvelles concertations, une distraction pour embaucher et débaucher les gens. Nous voulons effectivement que ce soit un dialogue mené sous la médiation de la communauté internationale. Or, Kabila ne veut pas ce dialogue-là. Vous accusez indûment le président Joseph Kabila de charnier de Maluku, de la révision constitutionnelle et de la loi électorale, des glissements. Êtes-vous sérieux? Le président Joseph Kabila ne parle pas et vous le provoquez. C'est un serpent qui dort. Quand il se réveillera, après sa campagne de charme entamée, il annoncera sa candidature aux élections de 2016. Allez-vous dire et crier tout haut qu'il s'agit d'un glissement? Que feriez-vous pour lui refuser de ne pas se représenter dans son propre pays? Qu'est-ce que vous préparez contre une énième candidature de Joseph Kabila à la tête de la RDC? Oui, Modeste, l'opposition est ferme là-dessus. L'opposition souhaite que Kabila respecte la Constitution. L'opposition respecte la Constitution parce que dans la Constitution, il s'agit seulement de 2 mandats. Et Kabila a déjà épuisé ces 2 mandats, il doit partir, il doit passer la main. Alors maintenant, si lui, il veut rester sur place, nous allons lui montrer que nous sommes membres de l'opposition, nous allons engager effectivement les gens pour qu'ils puissent marcher, nous allons faire des meetings pour qu'il y ait une opposition ouverte à Kabila pour qu'il parte. Et il va partir. Il va partir. Parce que ça ne sert à rien de dire qu'il est dans son pays et qu'il doit continuer à diriger son pays. Nous voulons effectivement que ce pays-là soit un pays dirigé par tout le monde, par tous les Congolais, et que les Congolais désormais puissent s'occuper de l'avenir de leur pays. Donc, il est fin mandat, qu'il finisse son mandat, nous acceptons qu'il finisse le mandat, mais nous allons aussi accepter qu'il parte. Voilà. Qu'il parte où? Il va partir effectivement, il va partir de la présidence. Il peut rester au Congo comme ancien président, mais nous aimerions effectivement qu'il libère la présidence parce que la Constitution le dit clairement. En RDC, l'opposition n'existe pas. Aucune action que vous faites pour préparer le peuple congolais aux élections de 2016. Vous ne donnez que des déclarations alambiquées sans impact sur la vie du peuple congolais. Ce qui est ensuite dommage, vos déclarations, vous les faites à Kinshasa. Kinshasa n'est pas le Congo. Pas d'action politique concrète qui rejoignent les peuples congolais dans leurs aspirations. Si vous étiez sur terrain en République démocratique du Congo, que feriez-vous, Oui, prof. Ramazani? avant de parler de mon action
concrètes sur terrain, j'aimerais d'abord vous dire que il faut apprécier ce que l'opposition est en train de faire dans une situation de violence, dans une situation d'insécurité, dans une situation de dictature. L'opposition continue à travailler. Il y a des meetings, il y a effectivement des organisations des partis d'opposition, il y a tout le travail des fonds et des fourmis que l'opposition est en train de faire, mais vous ne voulez pas voir le travail de l'opposition. Il existe une opposition au Congo, mais cette opposition n'est pas reconnue par les pouvoirs en place, mais nous aimerions que les pouvoirs en place reconnaissent la place de l'opposition dans la construction de la démocratie au Congo. Et déjà, moi je ne suis pas sur terrain, mais il y a déjà des membres de l'opposition qui sont sur terrain et qui travaillent sérieusement. Moi, je suis dans l'opposition, mais à l'extérieur du pays. Mon espace c'est l'Internet, et je sais très bien qu'avec Internet, aujourd'hui, on peut aussi déstabiliser les dictatures. Et je travaille sur Internet pour essayer effectivement pour essayer de défendre la cause de l'opposition congolaise, afin que Kabila accepte que l'opposition aussi puisse diriger un jour le Congo. Mais si je descends sur terrain, moi, si je descends sur terrain, c'est pour faire la politique. Et je veux faire la politique, mais j'aimerais bien effectivement, avant de descendre sur terrain, j'aimerais me rendre compte, est-ce que la violence continue? S'il y a encore la violence, je m'abstiens de descendre sur terrain. Mais je vais descendre sur terrain. Et si je descends sur terrain, c'est la politique. Et je vais effectivement continuer avec les autres, m'engager dans l'ambiance des autres, l'ambiance de résistance, pour essayer un jour de mettre la dictature hors d'état de nuire et permettre effectivement à notre pays de devenir un pays démocratique. Qu'est-ce que vous allez proposer concrètement sur le terrain? Sur le terrain, ce que je vais proposer concrètement, c'est les rassemblements. Rassemblement de ceux-là qui veulent le changement au Congo. Rassemblement de ceux-là qui veulent la renaissance du Congo. Rassemblement de ceux-là qui veulent que le Congo devienne un pays démocratique. Rassemblement de ceux-là qui veulent que le Congo puisse vraiment devenir économiquement fort. Rassemblement de ceux-là qui veulent que le Congo devienne un pays pacifique, moteur des autres pays en Afrique centrale. Il y a quelques semaines passées, le président Joseph Kabila a initié, encore une fois, parmi ses nombreux plans pour moderniser le Congo, le découpage territorial. Vous, les membres de l'opposition, vous continuez à crier au glissement. Soyons sérieux. Que mettez-vous derrière ce concept de glissement? Le découpage territorial est à concevoir dans la perspective de la révolution de la modernité réussie au Congo. Le découpage territorial, pourquoi seulement maintenant? Avant, pourquoi il n'a pas prévu le découpage territorial? Il prévoit maintenant à la veille des élections. C'est ce qu'effectivement nous considérons que c'est un glissement. Le glissement ici consiste à se dire qu'il fait des actions politiques pour se tailler un troisième mandat. C'est-à-dire que le découpement, c'est pour semer la confusion sur le plan régional et local, afin que les gens ne se retrouvent pas dans ces découpages. Mais nous avons besoin, nous n'avons pas besoin aujourd'hui de découpage, nous avons besoin des élections, nous avons besoin que les élections soient préparées et qu'après, quand il y aura un autre président, il peut s'occuper des découpages. Aujourd'hui, vous avez fait les découpages territoriaux et ces régions-là n'ont pas d'équipement, n'ont pas d'institutions, il n'y a rien, pas de bureaux. Il n'y a pas d'argent, pas de budget. Alors, ces découpements, ça sert à quoi? À la veille des élections. Il faut effectivement qu'il soit sérieux, qu'il laisse que celui qui sera élu président, qui s'occupe du reste. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le Congo a besoin qu'on puisse engager des actions dans la perspective de la préparation des élections et non pas des découpages. Découpage territorial, ça devient quelque chose pour distraire la communauté, les peuples congolais et la communauté internationale. Nous sommes presque à la fin de notre entretien, Oui. mais il y a 2 ou 3 questions qui nous restent. Ouais. Et puis je voulais dire que certains membres de l'opposition souhaitent que le Parlement décrète une loi pour la retraite des anciens présidents
pour qu'il devienne sénateur à vie. Êtes-vous sincère dans vos déclarations politiques? Vous lui demandez une chose et son contraire, de commencer sa retraite, et vous l'accusez responsable des charniers de Maluku et d'autres charniers en RDC? Voulez-vous faire comprendre au peuple congolais votre logique dialectique articulant retraite et justice? N'est-ce pas de l'astuce pour noyer notre président? Qui veut noyer son chien l'accuse de rage? Nous ne l'accusons pas de rage, c'est qu'il y a d'abord plusieurs dossiers. Kabila, il doit justifier les charniers de Maluku, parce qu'il y a plus de 400 Congolais qui ont été enterrés dans une fosse commune. Nous devons effectivement voir clair là-dessus. C'est la justice qui va s'en occuper. Aujourd'hui, demain ou après-demain, même quand Kabila ne sera pas au pouvoir, ça c'est son problème à lui. Et par rapport au charnier de Maluku, et il y a d'autres charniers, pas seulement de Maluku. D'autre part, nous, ce que nous demandons à Kabila, il faut effectivement qu'il respecte la Constitution. Et s'il respecte la Constitution, les élections vont se passer dans un climat apaisé, dans un climat citoyen, et ça va permettre effectivement d'atténuer certaines choses, d'atténuer même la justice. Mais s'il y va de la violence avec la violence, la justice aussi va les poursuivre. Donc c'est dans cette perspective-là que nous disons qu'il faut, nous allons aller d'abord aux élections. Ce qui est de la justice, ça relève de la justice. C'est une affaire personnelle. Mais nous voulons des élections apaisées et citoyennes au Congo. De la justice que vous préparez contre Joseph Kabila et son régime, vous l'accusez d'être enrichi injustement par la corruption, les vols et les pillages de richesses du Congo en complicité avec les multinationales. Vous l'accusez d'avoir encaissé 15 milliards de dollars américains à l'espace de plus d'une décennie de règne. Parmi vous, membres de l'opposition, qui n'a jamais volé et pillé le Congo, vous êtes aussi des pilleurs. S'il faut parler de justice, vous serez aussi traduits en justice parce que plusieurs d'entre vous ont été des ministres et ils ont contribué à piller le Congo au temps de Mobutu et au temps de Kabila. Que pensez-vous de cette histoire? Oui, c'est une des raisons qui fait que Kabila et ses hommes ne veulent pas lâcher les pouvoirs, parce qu'ils veulent continuer à piller le Congo. Kabila est déjà riche, 15 milliards, ce n'est pas l'opposition qui le dit, ce sont les journaux qui en parlent. Et même, il y a effectivement des dossiers dans les médias qui montrent clairement que Kabila a 15 milliards de dollars en 15 ans. Maintenant, ce qu'il n'a pas fait dans 15 ans, qu'est-ce qu'il va faire encore en plus? Donc, une des raisons qui nous dit que il faut qu'il respecte la Constitution. Parce que s'il ne respecte pas la Constitution, tout ça, ça va retomber sur son dos. Les charniers de Maluku et d'autres charniers et les détournements des biens publics. Les 15 milliards, il faut qu'il justifie comment il a trouvé les 15 milliards. Et il faut effectivement qu'il nous dise, parce qu'il a signé plusieurs contrats avec les multinationales, et il doit justifier ces contrats-là. Et ce n'est pas la première fois que nous attendons qu'il a signé des contrats avec les Chinois, il a signé des contrats avec les Occidentaux, il a signé des contrats avec les Indiens, il a signé des contrats avec ceux-là. Donc, il y a plusieurs contrats qui ont été signés qui ne sont pas connus par le Parlement, qui ne sont pas connus par le peuple, et c'est une des raisons qui fait qu'il s'accroche, il ne veut pas quitter le pouvoir. Mais nous allons effectivement l'y obliger, il faut qu'il quitte et qu'il reconnaisse, qu'il respecte notre Constitution. On ne peut pas terminer cet entretien sans toucher cette question d'actualité. L'un des ministres de Kabila, ce monsieur a travaillé avec Mobutu, il fut aussi ministre à l'époque de Mobutu. Il a déclaré, et je le cite, « Le sort du Congo est porté par un homme, Joseph Kabila, un homme qui porte la paix selon Kinke Mulumba ». Êtes-vous de cet avis? Je ne suis pas de cet avis, je me révolte, et même l'UNC, à travers le secrétaire général du parti, l'UNC a rejeté
a rejeté, a réagi violemment contre cette déclaration. Ce monsieur-là, il a travaillé avec Mobutu, il a protégé Mobutu, il ne voulait pas que Mobutu parte, il ne voulait pas que Mobutu quitte le pouvoir. Et quand Mobutu est parti, ils étaient parmi les premiers qui ont quitté, qui ont fui et lâché Mobutu. Maintenant, aujourd'hui, il continue. Il est avec Kabila, il est ministre en rapport avec le Parlement de Kabila. Et il veut que Kabila reste au pouvoir. Il veut montrer que Kabila, c'est lui maintenant l'artisan de paix au Congo. Je ne suis pas fondamentalement d'accord avec sa réaction. Ces gens-là, depuis Mobutu, le fait qu'il n'y a jamais eu de justice, ils continuent à faire des bévues. Nous allons effectivement un jour nous occuper de ces gens-là parce que tant qu'il n'y aura pas de justice au Congo, beaucoup de mobutistes, beaucoup de kabilistes vont continuer à distraire le peuple congolais et nous n'allons pas accepter ces distractions. Il a même ajouté qu'au Congo, il y a des milliers de docteurs, des professeurs d'université, mais ces docteurs sont des têtes vides et ils ne sont pas capables de diriger le Congo et que le Congo est vraiment destiné à être dirigé par Joseph Kabila. Sans Joseph Kabila, le Congo deviendra malade. Donc c'est lui effectivement qui a la tête vide parce qu'effectivement il est fait travailler par Kabila. Donc il est au service de Kabila. Nous ne sommes pas au service de Kabila, nous voulons être au service des peuples congolais. Et après Kabila, il y aura un autre président qui va diriger le Congo. Donc Kingi Mulumba, qu'il se calme et qu'il attende la fin du mandat de Kabila pour entrer dans l'ombre. C'est l'opposition maintenant qui va diriger le peuple congolais et le Congo en général. Avez-vous un message à transmettre aux Congolais presque à un an, jour pour jour, des élections présidentielles et parlementaires de 2016? J'ai beaucoup de choses à dire au peuple congolais. La première chose, c'est de continuer la résistance. La résistance farouche, elle est importante parce que il ne faut pas attendre que l'Amérique ou l'Europe puisse s'occuper de notre pays. Nous devons, nous en tant que Congolais, nous devons nous occuper de notre pays. Nous avons dit, effectivement, vous avez dit au début que le Congo a été balkanisé depuis la conférence de Berlin. Ça a été balkanisé beaucoup plus avec les années 1960, avec les indépendances. Nous, les Congolais, nous avons vendu notre pays. Et si nous voulons récupérer notre pays, la première chose que je dirais aux Congolais, c'est de s'occuper de notre pays, c'est-à-dire de s'unir, de créer un front d'opposition, de résistance pour montrer à Kabila qu'il doit respecter la Constitution et qu'il doit s'en aller. Et s'il ne part pas, nous devons effectivement l'écarter de force. Ça, c'est la première chose que je peux dire aux Congolais. La deuxième chose, il y a les élections provinciales qui se préparent et il faut effectivement que l'opposition puisse aussi se mettre en route et s'armer afin effectivement de gagner ces élections-là. Ce sont des élections importantes. J'ai appris particulièrement qu'à Ouvira, dans ma région, dans ma sous-région, qu'il y a des problèmes, pas seulement des problèmes, des divisions à la veille des élections provinciales. 158 candidats. 158 candidats, c'est une honte. Pour 5 postes. Mais il faudrait effectivement que les 158 candidats ne se battent pas, ne s'entretuent pas à cause des élections provinciales, mais qu'ils puissent s'unir et se dire, dans les 158 candidats, nous allons quand même choisir 5 personnes originaires de notre territoire qui vont défendre notre territoire à Bukavu, à la région. Donc, ça ne sert à rien de créer des divisions autour des élections. Au moment des élections, il faut s'unir pour pouvoir les gagner afin d'avoir des représentants à Bukavu. Nous avons besoin de représentants crédibles, des représentants d'un haut niveau pour défendre les intérêts de la zone d'Uvira, de la zone de Fizi, de la zone de Mwenga à Bukavu. Je vous remercie, Prof. Augustin, pour votre temps. C'est moi qui vous remercie, sincèrement, Modeste, pour cet espace et ces débats.